Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Thé ou café, les deux mon capitaine. Alors, dans l'Antiquité, dans l'histoire d'Ulysse, dans la mythologie grecque, les sirènes sont très présentes, notamment lorsque Homère nous conte l'histoire d'Ulysse qui décide de se faire attacher au mât pour pouvoir écouter le chant des sirènes sans succomber à la tentation. Aujourd'hui, nous allons revoir Angélique Cadet qui a écrit deux ouvrages de fantastique et de science-fiction sur les sirènes, ici à La Réunion, qui s'appelle Mission Mermaid. Il y a le premier tome, deuxième tome, alors c'est Déferlement et Ouragan. Et je crois qu'elle arrive. Et nous allons nous intéresser, maintenant que je les ai lus, nous allons nous intéresser plus en détail à la mythologie qui est derrière ces ouvrages. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors nous sommes ici chez moi sous la Varangue et je suis en compagnie d'Angélique Cadet. Donc bonjour, je m'appelle Angélique Cadet et je suis l'autrice des romans fantastiques jeunesse Mission Mermaid. Donc Mission Mermaid, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Alia, elle a 17 ans, elle habite à Terre Sainte, elle adore l'océan et du jour au lendemain, sa meilleure amie se fait attaquer par une sirène. Donc elle va essayer de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé. D'où vient cette sirène, pourquoi, comment. Donc elle va s'aventurer finalement dans une aventure fantastique qui va finir par complètement la dépasser, comme toute bonne série Netflix. Et donc il y a aussi le tome 2 qui vient de sortir. Donc dans le tome 2, en fait, on va continuer à suivre les aventures d'Alia et ses amis, donc de Michael, de Iris et aussi de Blair, qui fait d'ailleurs la couverture du tome 2. Et donc dans cette aventure, on va vraiment découvrir l'étendue de tout l'univers Mission Mermaid, un petit peu plus dans les codes, dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé, donc voilà. Et de tome 1, Déferlement, alors ensuite tome 2, Ouragan. Donc on va reprendre un petit peu ce genre littéraire, donc c'est du fantastique jeunesse. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à la fois à Harry Potter et aussi à Twilight. Oui, parce que Bella, elle, au départ, elle s'intéresse à son copain qui est un vampire. Et à un certain moment, le couple est mis à mal par un autre protagoniste qui appartient à la famille des loups-garous, justement. Et là, on retrouve un petit peu ça dans le tome 2, justement. Il y a ce genre de jalousie, je ne vais pas dire avec qui pour ne pas spoiler ou divulgacher comme on dit, voilà. J'ai l'impression que Harry Potter et Twilight, ça a dû avoir une certaine influence sur tes livres. Oui, après moi je suis très... Enfin, je regarde beaucoup de films du style Harry Potter, Twilight, mais je suis aussi très série adolescente, donc ça m'inspire beaucoup. Je suis très fascinée par le côté adolescent parce que j'ai l'impression que les émotions sont beaucoup plus fortes à ce moment-là, que voilà, il y a beaucoup de choses à explorer, même au niveau de la psychologie. Et puis après, ben, voilà, c'est la trame des adolescents qui vont explorer un monde fantastique et qui vont facilement être dépassés par les événements et qui finalement ils seront au cœur de la chose pour sauver l'univers, etc. Oui, parce qu'en fait, les adolescents, quelque part, tout est beaucoup plus dramatique chez eux parce que ils découvrent le monde, mais là, ils découvrent justement dans les contes fantastiques, enfin dans les fantastiques jeunesse, ils découvrent un autre monde en même temps, donc ils s'éveillent à la vie, mais en même temps ils s'éveillent à un autre monde, donc quelque part ce monde parallèle,
c'est un peu le passage de l'adolescence à l'âge adulte, quelque part. Oui, en fait, c'est une quête aussi d'identité, donc ils se cherchent eux-mêmes avant de chercher qu'est-ce qui se passe dans le monde ou dans le monde fantastique, etc. Ouais. Donc en fait, le monde fantastique, c'est vrai que ça leur permet de grandir, d'évoluer à travers ça, parce qu'ils vont être confrontés à des épreuves, à plein de péripéties qui vont faire qu'ils seront toujours obligés de se dépasser eux-mêmes d'abord. Et voilà, ça permet toute l'évolution, etc. des personnages. Alia, elle a une sœur siamoise. Elle a eu une sœur siamoise à la naissance qui a été séparée d'elle. Donc en fait, Alia, c'est pour ça en fait qu'elle a une cicatrice sur le ventre. Et cette cicatrice va la poursuivre un peu toute sa vie et va créer vraiment une psychologie un peu spécifique au personnage, puisque sa sœur n'a pas survécu à la naissance et donc elle a le syndrome du survivant. Ce qui fait qu'elle va culpabiliser un petit peu toute sa vie d'être l'enfant qui a survécu. Elle va se mettre la pression par rapport à ses parents, d'être l'enfant parfait, vu que c'est l'enfant qui a survécu, etc. Donc elle va se créer une carapace en fait par rapport à ça, et c'est aussi pour ça qu'elle a peur de se montrer, elle n'a pas confiance en elle, elle veut pas, elle adore l'océan, mais elle est obligée d'y aller la nuit en cachette parce qu'elle ne peut pas aller à la piscine comme tout le monde parce qu'elle a une grande cicatrice, elle a peur du regard des autres et tout. Donc tout ça en fait va définir un peu la personne qu'elle va devenir. La pudeur qu'elle a au début, ça vient de sa cicatrice, parce qu'à un certain moment avec Michael, ils vont dans une piscine municipale et elle est habillée avec un genre de legging et tout ça, et c'est pour cacher sa cicatrice. C'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est le syndrome du jumeau, du frère jumeau, parce que il paraît que les frères jumeaux, lorsqu'ils sont séparés à la naissance, il y en a un qui se rend compte que quelque chose ne va pas. Et donc Alia et Elma, ce sont deux sœurs jumelles, mais deux sœurs qui ne sont pas du même monde, quoi, qui sont deux sœurs qui sont nées de même parents, mais qui ne peuvent pas vivre au même endroit. Donc c'est ça qui est très paradoxal. Voilà. C'est ça. Et j'imagine que dans le troisième tome, on va comprendre pourquoi certaines personnes naissent sirènes dès la naissance. Alors là, ça, c'est un petit mystère. C'est un petit mystère en fait qui est très subtil, parce qu'en fait, on peut pas. En fait, le cas de Alia et Elma, c'est vraiment un cas unique. Ouais. C'est un cas qui ne va pas se reproduire, donc je vais laisser des petits indices, mais ça a été conçu d'une façon assez spéciale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on retrouve des lieux à La Réunion, puisque ça se passe à La Réunion, bien sûr, hein, Mission Mermaid, et surtout à Saint-Pierre. Donc à Saint-Pierre, il y a une plage où la première fois Alia entre dans cette dimension dans le monde sous-marin. Et donc pour avoir accès à cette dimension, il y a des objets qui servent de portail, par exemple la brosse à cheveux. En fait, l'univers est un peu complexe. J'ai mis mes propres codes moi-même. Donc moi, je dirais plus que c'est un univers avec plusieurs mondes à l'intérieur, parce que pour moi, la dimension parallèle, pour moi, ça me fait penser plus à un univers parallèle. Pour moi, à mon avis, c'est plus un monde où il y a d'autres personnes comme nous, genre une autre Angélique, une autre Alia, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un univers, que j'appellerais ça comme ça, avec plusieurs mondes dedans, où en fait les mondes sont séparés. Mais tout ça, ça a été calculé, et tout ça, faudra suivre tous les tomes pour comprendre pourquoi est-ce que les mondes ont été séparés. Je le fais découvrir un petit peu déjà dans le tome 2. Donc c'est tout un code comme ça que je vous laisserai découvrir à travers les aventures. Oui, donc ce monde, c'est un petit peu un genre de millefeuille, on va dire. Il y a déjà ce monde parallèle, il y a plusieurs facettes. Et donc il y a le monde sous-marin, et puis il y a aussi le monde des elfes, justement. Donc Imaya et Envadoloris. Imaya qui veut dire protection infaillible. Donc ça, c'est le monde des sirènes, et Envadoloris, c'est le monde des elfes. Des elfes et des dieux et d'autres personnes. Là, j'ai vu que le bad guy, là, le méchant, il s'appelle Olmar.
Et lui, donc, il est dans le royaume des elfes, et le passage, ça se passe, il me semble, je sais plus si c'est à Silaos ou Mafat, je crois que c'était... Alors, non. Alors, le passage pour aller en Val-de-Loris, il se passe à Terre Sainte, sous le pont, en fait. Et ensuite, dans le tome 2, ce sera pas vraiment en Val-de-Loris, ce sera autre chose. En fait, c'est une vision. Voilà, c'est un peu comme la pancine d'Harry Potter, C'est un peu ce genre, quoi. Voilà. Dans la pancine d'Harry Potter, on voit le passé, comme dans un film. Oui, voilà, c'est ça. Et donc là, c'est une projection, en fait, dans le passé. Donc Alia, elle découvre un autre personnage, qui est empreint de mysticisme et donc grâce à ce personnage, elle arrive à voir ce qui s'est passé, les événements qui ont amené Olmar à envahir l'océan, en fait. La brosse, en fait, ça sert la brosse la guide, mais c'est pas forcément la clé qui va l'emmener. Même sans la brosse, en fait, elle pourrait y aller. Mais en fait, la brosse, la brosse, c'est un petit peu... Dans Harry Potter, les objets, ils parlent aux gens, en fait. Ils ont leur propre volonté. Par exemple, la baguette magique dans Harry Potter choisit le sorcier. Donc là, quelque part, dans Mission Mermaid, la brosse à cheveux, elle l'a choisie, quoi. C'est ça. C'est dans ce sens-là qu'elle est l'élue. Après, la brosse, en fait, elle a toute un origine, tu vois, qui est un peu plus complexe que ça. C'est un héritage, en fait. Elle vient d'une personne qui vient d'une autre personne, qui a fait que la brosse a des pouvoirs, etc. Mais, Maintenant, sur les personnages. Oui, alors il y a l'héroïne, il y a le petit ami, et puis il y a aussi d'autres coups de théâtre. On découvre que un tel est la mère d'un tel, ou un tel est le père d'un tel, en fait. Il se découvre, en fait, voilà. Donc c'est vrai que chaque personnage a un petit peu son histoire cachée, et à travers les aventures, ils vont se découvrir vraiment eux-mêmes qui sont leurs vrais parents, les origines, d'où ils viennent, parce que eux-mêmes, en fait, chacun a ses petits secrets de famille. Donc ce sera découvert aussi à travers les aventures. Il y a d'autres influences qui vont marquer aussi dans tes livres, c'est l'influence de l'heroic fantasy, parce que ce monde parallèle, c'est du médiéval fantastique, et du média fantastique eh bien, à la sauce locale. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est du Tolkien un petit peu à la sauce locale, sauf que Tolkien, on ne va pas dans les mers, on ne va pas dans les océans. Et il y a aussi l'influence, bien sûr, de Matrix, parce que c'est voilà, eh bien, que ce soit Imaya ou l'autre là, En Val-de-Loris. En Val-de-Loris, ce sont des matrices, et ce sont des mondes parallèles, qui sont générés par eux-mêmes, en fait. Et d'ailleurs, le fonctionnement est un petit peu comme dans la science-fiction. Il y a un portail. Et on y entre par un portail, en fait, et il faut un objet qui permet de... Pas forcément un objet, en fait, en Val-de-Loris, il y a un mystère là-dessus, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, pour l'instant, on fait pour y accéder, moi je le sais, bien évidemment. Et pour aller à Imaya, oui, il faut... en fait, c'est vraiment si... on est lié à l'océan, si on est lié à ce monde-là, je veux dire, les humains n'ont pas accès à l'IA, forcément il y a accès parce que c'est l'élu, donc voilà. Ok. Donc voilà, c'est l'élu, un petit peu comme dans Matrix. Dans Matrix, Neo aussi est l'élu. Mais en fait, tous les récits de science-fiction renvoient la balle, parce que chacun ils ont des éléments qui font leur valeur, et puis ils se construisent de cette façon, quoi. Et non, mais ça c'est intéressant. Est-ce que tu imaginerais une adaptation peut-être en série ou au cinéma Je pense que c'est le rêve de tous les auteurs, bien évidemment, oui. Donc oui, moi je l'imagine déjà comme une série Netflix adolescente avec plusieurs saisons où les gens vont être accros dans le top 1. Donc voilà. Mais tu préférais plutôt que ce soit une série de films comme Le Seigneur des Anneaux, ou plus une série Netflix, une série adolescente, vraiment, parce que moi je suis vraiment fan de séries. Donc voilà. Oui, parce que les séries, en fait, on peut les aménager comme on veut, quoi. C'est la suite au prochain numéro, tandis qu'un film, il faut qu'il y ait un début, un développement, il faut une conclusion, où il faut qu'il y ait
à la fin tu as un genre de bataille dantesque, tandis qu'une série c'est plus facile de construire progressivement le récit, et ce qui permet de créer un univers plus riche, puisqu'on prend son temps pour amener des éléments et pour au fur et à mesure construire le récit. Et puis c'est vrai que la série ça rend beaucoup plus accro aux téléspectateurs que le film. C'est vrai. C'est remarquable d'avoir autant de talent et autant d'imagination aussi jeune. Et je vous invite à lire les ouvrages d'Angélique Cadet. Et suivez-moi pour un prochain numéro où nous allons nous intéresser plus à la mythologie autour de Mission Mermaid, et aussi d'une possible adaptation peut-être en série, hypothétique bien sûr. Suivez-moi pour la prochaine numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.